Donc, rebonjour à ceux que j'ai déjà vus et bonjour à ceux que j'ai pas encore vus. Donc, bienvenue sur ce deuxième atelier. Donc, ici, on va parler de la mise en place maintenant de Microsoft Fabric. Donc, quand soit on est dans le process de migration, pardon, ou on veut juste commencer avec Fabric, enfin, ça peut se faire. Euh, donc là, je pense que vous étiez tous à la session d'avant, il me semble. Vous aussi, oui. Alors, donc voilà un peu les quatre grandes thématiques qui me semblent importantes d'aborder juste pour cette session. Donc ça va être déjà refaire juste un petit rappel de la plateforme Fabric très rapidement avec ce que j'ai dit juste avant et aussi des informations complémentaires. Parler un peu du business model, donc comment finalement derrière ça se passe quand on exécute des actions sur Fabric, parce qu'on sait que tout ça a un coût en l'occurrence. Justement, on parlera à propos des coûts, on va parler des licences et des prix. Et ensuite, quelques conseils pour peut-être commencer une expérience sur Fabric. Donc, en quelques mots, donc sur la plateforme Fabric, hein, on vient de le voir, l'idée pour Fabric, c'est de regrouper tout ce dont une équipe data a besoin à un seul endroit. Donc, de la factory, avec Data Factory pour l'ingestion, Analytics pour le traitement et le machine learning, Database pour le stockage structuré, notamment, le real-time et Power BI. Je passe très vite sur ces slides vu qu'on vient de les évoquer, hein. Et c'est toujours pareil, hein, le tout repose sur les trois fondations transverses que sont OneLake, le lac de données unifié, l'AI avec Copilot et la sécurité et la gouvernance. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant dans l'atelier d'avant. Ce qu'on n'avait pas vu, et d'ailleurs il y a eu des questions par rapport à ça sur les sources de données qui pouvaient exister. Donc on va en parler ici. L'idée, c'est d'intégrer les données depuis n'importe quelle source. Donc on reprend les briques principales que je viens de vous présenter. On a aussi ici, pardon, les moteurs de calcul qui vont s'exécuter. Donc vous voyez qu'on a parlé tout à l'heure du Spark, du TSQL, du KQL pour le real time. Donc tout ça, c'est stocké au même endroit dans WideLake. Pour avoir de la donnée, forcément, on a besoin de la gérer. On a parlé de mirroring également juste avant. Il y a eu la question sur est-ce qu'on est obligé de venir copier les données? Est-ce qu'on peut faire par exemple du mirroring, même s'il y a une copie de données d'un mirroring, forcément. Mais le mirroring, c'est une fonctionnalité qui est intégrée. Donc c'est un des quatre mécanismes clés qui va permettre de faire de la gestion de données. Donc le mirroring, c'est sur vos bases de données existantes, par exemple sur Snowflake, vous faites du mirroring, les données sont répliquées en temps réel dans le OneLake. Il y a zéro pipeline, il y a zéro latence de batch, vu qu'on est vraiment sur de la réplication, on est quasiment sur du temps réel. Donc ça permet de simplifier ce process-là. Ensuite, vous avez aussi tout ce qui est raccourci. Donc ça, c'est aussi également très intéressant parce que les données, elles vont rester dans vos bases de données existantes. Donc là, vous avez un certain nombre de connecteurs qui sont visibles à l'écran, mais les shortcuts qui sont assez intéressants parce qu'ils permettent vraiment d'avoir un accès à la donnée sans que cette donnée soit copiée directement dans Fabric. Donc là, il va aussi avoir un avantage au niveau de la facturation. Parce que quand vous faites du mirroring, vos données sont copiées dans Fabric. Alors que quand on fait du shortcut, vos données elles restent dans votre base, c'est juste un raccourci qui permet d'accéder à cette donnée. Vous avez ensuite les API. En fait, OneLake va exposer vos données en format ouvert qui vont être accessibles depuis vos outils existants. Donc là, ici, vous avez du Azure, du Databricks, du Azure AI Studio, etc. Et enfin, l'open mirroring. Finalement, c'est la même technologie que le mirroring, mais ça va être ouvert aux partenaires et éditeurs via une API standardisée, aux autres éditeurs via une API standardisée. Donc finalement, dans le mirroring, on retrouve les principaux éditeurs. Le open mirroring, ça permet aux autres éditeurs de faire la même chose. Juste vite fait, parce que vous avez tout à l'heure des données, mais quand on est en une prémisse, justement, sur un certain nombre de data, comme des bases Oracle ou autres, il y en a qui que c'est un petit peu plus compliqué de ramener les données. Bah là, on passe par les gateways, en fait. Les données, ou alors il faut ressortir les datas sous forme d'export brut et les remonter dans OneLake, puis les réinjecter dans le système. Soit on utilise effectivement les gateways, Passerelle de données. les passerelles de données en fait. C'est-à-dire qu'on va installer un composant on-prem, Oui, c'est vous ça. allez Ouais. requêter votre base de données qui va Et envoyer. Oui, il y a pas le choix à un moment donné. À un moment donné, ouais. Sinon, vous exposez de la donnée qu'on vient récupérer via des API. Oui, Mais la manière la plus standardisée, ça reste de faire les gateways qui sont installés sur un serveur chez vous oui. et qui permettent de faire transiter la donnée
manière sécurisée. Ça fabrique entre guillemets un composant de type gateway comme ça qui Ouais, permet de exactement, en ouais. interne un on-premise qui va accéder finalement et qui va permettre de recommuniquer entre le Ouais. code et Ouais. Ça fait le flux, en fait, le tunnel entre Fabric et la donnée on-prem. Mais c'est déjà le cas sur Power BI. Quand vous êtes sur Power BI et que vous connectez aux données d'une source on-premise, vous avez cette gateway. Voilà. Mais c'est le même concept. C'est vrai que là, on parle des sources cloud, mais il y a aussi. Exactement, ouais. Et donc, une fois que la donnée est dans Fabric et que vous avez fait tout ce que vous avez à faire, euh, bah, finalement, ce qu'on va vouloir, c'est partager la donnée. Donc, soit via des rapports Power BI, comme on a vu, il y a aussi plusieurs possibilités avec des API, etc. Mais vous pouvez aussi interagir avec vos données avec tout ce qui est, par exemple, Office 365. Donc, vos utilisateurs, elles vont consommer les insights, finalement, les données dans leurs données du quotidien, que ce soit Excel, du Teams, du Outlook, etc. Par exemple, si je prends l'exemple d'Excel, vous pouvez vous connecter directement au catalogue OneLake depuis Excel. Donc, toutes vos transformations de données que vous avez fait dans Fabric, vous pouvez aussi accéder directement sur Excel. Ensuite, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais il y a tout ce qui est Microsoft Power Platform avec Power Apps, Power Automate notamment. Euh, Vous avez cette partie avec Microsoft Dynamics 365, donc là, c'est d'autres services qui permettent aussi d'interagir avec la donnée qui est en Fabric. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ceux-ci, ils sont un peu moins connus, mais vous avez tous les services Azure et effectivement également les applications tierces qui sont accessibles à l'écran et, euh, et qui permettent de également interagir avec Fabric. En résumé, Fabric, c'est un peu le hub central de votre écosystème data. C'est pas un outil à côté des autres, c'est vraiment le but, c'est de venir interagir avec tous ces outils-là. Enfin, on l'a également évoqué tout à l'heure, hein, toute la partie gouvernance, c'est important, on en parle beaucoup aujourd'hui aussi. Gouvernance et sécurité. Donc, il faut savoir que Fabric intègre directement les standards de sécurité les plus élevés du marché. Forcément, c'est pas une option qu'on va ajouter à la fin, c'est vraiment le socle de la plateforme. Euh, voilà. Alors, ce qui est également évoqué sur cette slide, finalement, c'est que pour les entreprises qui ont également déjà investi dans les outils de gouvernance tiers, il n'y a pas vraiment de rupture, puisque Fabric va pouvoir également communiquer avec les leaders du marché, par exemple comme Colibra, Informatica, etc. Donc l'idée, c'est pas de casser notamment tout l'existant, c'est de renforcer. Donc en résumé, on centralise finalement la donnée sur OneLake, mais on garde un contrôle finalement granulaire à chaque accès. Donc voilà, donc ça c'est un peu un récap finalement de ce qu'on peut faire avec Fabric, de où peut provenir la donnée et comment on peut l'exposer. Alors là, on rentre dans la partie du coup business model. Donc comment ça fonctionne? Donc, parce que c'est souvent finalement la première question qu'on va se poser avant d'adopter une plateforme. On a envie de connaître un peu le business model de la plateforme et de l'éditeur. Euh, donc Fabric, il va reposer sur un modèle qui a été assez simplifié. En tout cas, au premier abord, on a deux blocs. On va avoir deux compteurs. Le compteur de compute, donc toutes les actions qu'on va effectuer sur la plateforme, ça c'est ce qu'on va appeler avec aussi Copilot, c'est ce qu'on va appeler du compute. La deuxième partie, la deuxième partie, forcément, c'est l'hébergement de la donnée, c'est le stockage. Donc là, c'est ce qu'il y a dans OneLake. Donc vous avez vraiment juste ces deux briques-là qui reposent sur le modèle Fabric. Donc on va détailler chacun dans les slides suivantes, mais l'idée c'est de se dire, fini la complexité avant sur Azure, vous aviez une facturation pour un service. Là, c'est un compteur global avec une facturation globale. Finalement, sur cette classe, il faut retenir qu'une chose, c'est que maîtriser le compute, notamment, c'est ce qui va permettre de maîtriser les coûts sur Fabric. On verra que le storage, il est un peu moins conséquent. Donc, si on rentre dans le détail, côté compute, en fait, on achète une capacité partagée, on va acheter des CU, une puissance de calcul. Donc, c'est cet ensemble de CU qui vont alimenter l'ensemble de la plateforme. Quand vous êtes sur ce modèle-là, il y a deux options. Enfin, quand vous achetez du compute, par contre, il y a deux options. C'est soit le pay as you go,
c'est parfait pour commencer et pour avoir des charges variables, parce que vous payez que ce que vous allez consommer. Donc, si vous exécutez un pipeline ou un notebook, bah, ça va coûter autant et vous allez payer autant. Euh, ou alors, vous avez le système de réservation qui va permettre de réduire la facture, puisque vous avez environ 40% de réduction par rapport au prix du pay-as-you-go. Mais par contre, c'est un système de réservation. Donc, si vous dites que vous utilisez ça, bah, en fait, vous allez payer pour ça. Mais si vous consommez que 20% finalement de ce que vous avez réservé, bah, vous perdez le delta. Donc, c'est un calcul à faire. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire au début, être en pay-as-you-go, faire un peu les traitements qu'on a l'habitude de faire, mettre en place la plateforme, des premiers tests, et ensuite euh, passer en système de réservation, sachant qu'il y a un engagement de 1 an ou 3 ans. Là, ouais, Après, quand on a réservé, on peut dépasser aussi, on peut compléter avec un pay as you go. exactement, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément aucun sales slide, mais quand vous allez réserver une capacité, donc par exemple, donc les capacités, ça marche de F2 jusqu'à F2048, il me semble, c'est tous les multiples de 2, donc F2, F4, F8, F16, etc. Vous avez un pool de compute, donc une capacité, une puissance de calcul. Si vous dépassez, si vous arrivez au seuil, bah, vous pouvez quand même continuer à utiliser la plateforme. Sauf que là, vous passerez sur le mode Pay as you go. C'est ça aussi où c'est important de bien maîtriser, encore une fois, le coût, puisque ça peut pouvoir faire exploser la facture. Et ensuite, vous avez du coup la partie stockage. Là, c'est plus simple. Donc, tout va atterrir dans OneLake. Il y a un seul endroit pour toutes vos données. Et là, si on paye à la consommation uniquement, donc on est au giga par mois. Euh, J'ai pas l'ordre d'idée. $28 un terrain. Comment? $28 un terrain. Gardez ça en tête. une calculatrice aussi sur Microsoft qui permet de faire une simulation. Et c'est vrai qu'on voit que le stockage est vraiment minime par rapport au reste de. Gardez en tête $28 un terrain. Mensuel. Et là, du coup, les deux leviers sont complètement indépendants en fait. Donc, on peut avoir une grosse capacité de calcul et un faible stockage ou inversement. C'est assez modulable. Euh, Et donc, finalement, ce genre de modèle, ça a plusieurs avantages. En fait, vous allez avoir, donc on l'a dit, un capacité théorique, c'est le réservoir de puissance, c'est les CU. Euh, Contrairement à avant, avant, où chaque service finalement avait sa propre facturation. Ici, on va acheter une puissance. Donc, alors, premier avantage, c'est la simplicité d'achat. On n'a plus besoin de se faire des nœuds au cerveau pour acheter du compute séparé par outil. Il y a une seule capacité globale qui alimente automatiquement toutes les expériences fabriques, tous les items qu'on peut faire. On a une flexibilité d'usage, il n'y a pas de préallocation. Si ce matin, on a besoin de faire de l'ingénierie de données, parce que c'est ça qu'on fait en premier, on va transformer de données, il y a plus d'ingénierie de données, et l'après-midi, finalement, on est plus sur du Power BI, bah, les mêmes CE vont se déplacer automatiquement selon le besoin. C'est assez transparent pour vous sur Fabric. Euh, Vous avez des économies de coûts, et c'est là le point clé, en fait, c'est là qu'intervient le lissage. Donc, parce que forcément, quand vous allez être dans votre capacité Fabric et que vous allez exécuter des actions, il va y avoir des pics. Et en fait, tout ça est lissé pour pouvoir permettre justement sur 24 heures d'avoir un lissage de tout ce qui est fait et de pouvoir continuer à utiliser Fabric tout le temps finalement. Vous avez une optimisation de la valeur, on parle de contrôle total, on peut scaler à la volée en fonction des cycles d'entreprise. Donc on peut dire, bah là je suis en mode F2, mais finalement après je peux repasser sur une plus puissante. Et ensuite, vous avez un monitoring qui est assez transparent. Donc il y a plusieurs outils qui sont mis en place avec des tableaux de bord sur Power BI qui permettent de suivre un peu ce qu'on consomme, ce qu'on consomme pas, qu'est-ce qui consomme le plus, ouais, est-ce que c'est quel utilisateur consomme le plus, etc. Oh, pardon. Question rapide Ouais. justement par rapport à ça. Est-ce qu'on peut faire un peu comme entre guillemets caper ou bloquer un peu sa plateforme en disant attention si jamais ça atteint un certain seuil. J'exagère un peu, mais comment on a des utilisateurs à qui on laisse du reporting en mode ad hoc qui font n'importe quoi, admettons. Finalement, là, comme vous faites 50 CU. Ouais.
On dit, tiens, je bloque là. En fait, c'est la plateforme qui va vous bloquer automatiquement. Parce qu'il y a le principe de lissage, mais le lissage, au bout d'un moment, il peut arriver à comment? À bloquer, Saturation. à saturation. Donc la plateforme va être bloquée. Donc vous ne pouvez pas bloquer, c'est pas vous qui décidez, c'est la C'est la plateforme plateforme qui bloque. qui va bloquer. Mais du coup, c'est vrai que ça peut être un Bien, peu si vous dangereux. êtes sur une- Ça peut exposer les coups quand même ou pas? Non, non, parce que vous resterez en F4 et elle ne sera disponible que plus tard. Sauf si vous l'arrêtez et Ouais. que vous la redémarrez, là, vous allez rembourser la dette quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez une capacité linéaire comme ça, qui permet d'accepter des pics, d'accord? Si vous êtes en surcapacité, bah, le système calcule que vous n'allez pas pouvoir rembourser sur les 24 heures, parce que vous avez trop consommé. Donc la capacité s'arrête. Plus rien est disponible. Si vous laissez comme ça, bah, la plateforme elle sera disponible peut-être dans 25 heures. Donc là, vous ne paierez pas plus. Par contre, si vous arrêtez la capacité, parce qu'on a la possibilité de l'arrêter, et que vous la redémarrez, là, il rembourse. Donc vous payez le supplément, les gens, Consommation. la surconsommation. Mais, alors je pose une question à nouveau là-dessus, parce que du coup, si j'ai des traitements impératifs, ils doivent tourner Ouais, à bah, c'est certaines ça. heures, et qu'en fait, personne n'a vu que la plateforme le considérait plus autorisé. En fait, j'ai des jobs qui ne vont pas s'exécuter. En fait, ce qu'il faut, c'est. Directement, c'est ce qui pourrait se passer en on-premise. Ce qu'il faut imaginer, c'est des catégories d'utilisateurs. Enfin, vous avez ce que des capacités fabriquent, vous pouvez en avoir plusieurs et vous rattacher ce qu'on appelle des workspaces dessus. D'accord? On peut essayer de déplacer, en fait. Voilà, Comme donc, d'IBM. vous pouvez avoir Je balance un sujet vous pouvez sur avoir l'autre, des sujets sur des, on va dire, Mais, des capacités de dev, pas cassables. une sorte de fabrique ouverte à des utilisateurs. Voilà, vous Voilà. capez ça, et puis tout ce qui est prod essentiel, qui ne doit pas tomber, bah ça, vous mettez ça sur des capacités de prod, quelque part. Voilà. Non, je comprends. OK? Merci. Et en fait, effectivement, on a vu tout à l'heure, quand on crée un espace de travail, en fait, on peut associer des capacités différentes à chaque espace qu'on crée. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer un peu tout ce système-là. Oui, c'est comme si on gérait des VM avec des différents. Et du coup, en termes de prix, euh, voilà, on est sur ces ordres de grandeur-là. Donc, on l'a dit, hein, du F2 jusqu'au F2048. Donc ça, c'est une slide que j'ai récupérée sur Fabric. Sur le compte Microsoft, vous avez accès à ces données, aux chiffres, au prix, pardon. Les données sont accessibles sur le site. Donc là, on a les différentes tailles de capacité dispo de F2 avec chaque palier le nombre de cellules. Donc on voit en mode pay as you go et en mode réservation, on voit qu'on a un saving plan de 40% quasiment. Et après, ça peut également varier. Important de noter que ça peut varier selon la région également. Donc là, on est sur une zone aux US, mais ça peut varier un petit peu selon la région. Donc voilà, il faut aller voir dans le détail pour la région concernée. L'achat il se fera directement auprès du portail Azure, comme n'importe quelle ressource cloud finalement. Donc là, si je suis sur une F2, la minimale, je suis à, on va dire, 260 dollars par mois. Donc c'est un peu le prix d'entrée finalement pour pouvoir commencer avec Fabric. Moi, je vois le petit point tout en bas, 3, où Ouais, la licence. exactement. C'est la suivante, ouais. Donc, après, je dis le prix d'entrée, mais finalement, c'est pas vraiment vrai parce que vous avez aussi la possibilité de faire un essai sur Fabric, on en parlera également après. Mais vous avez 60 jours d'essai. Donc, vous pouvez très bien tester, après arrêter ou au contraire tester, se servir de vos tests et justement de ce que vous avez pu voir sur le coût que ça va vous coûter en CU, justement, pour après pouvoir justement choisir votre capacité. Mais en tout cas, le prix d'entrée sur vraiment une phase de prod, finalement, ça va être au moins 300 € par mois pour pouvoir avoir euh, une plateforme Fabric. Et à ça, effectivement, il va falloir rajouter les licences Power BI.
Euh, donc là, l'idée de cette slide, c'est de dire un peu qui a besoin de quelle licence. Donc il y a plusieurs niveaux qui vont coexister. Donc vous avez les licences Power BI et les premiums par utilisateur. Donc ça, elles vont couvrir par exemple les usages collectifs classiques, collaboratifs classiques, pro. Pro sera pour publier et partager des rapports entre utilisateurs licenciés. Et la PPU, c'est pour accéder aux fonctionnalités premium sans capacité dédiée. Les licences Fabric, on vient de le voir, euh, alors, important de noter, c'est qu'à partir de la S64, vous avez le nombre d'utilisateurs illimité dans Power BI. Alors, par contre, si je dis pas de bêtises, même si vous avez une licence F64, il faudra quand même au moins une licence pro pour que le développeur puisse créer des rapports. Les créateurs à F64 ont besoin de licence Power BI Pro par utilisateur. Donc si vous avez 10 développeurs, ils auront besoin de 10 licences Power BI Pro. Par contre, tout ce qui est reader, au-delà de F64, il n'y a pas besoin de licence Power BI. En fait, la F64, ça correspond, je ne sais pas si vous connaissez P1, des ouais. Ça. capacités Power BI Premium par capacité, c'était du P1. Même principe, quoi. Les readers, enfin les lecteurs, n'avaient pas besoin de licence Power BI, simplement les créateurs. Donc si vous êtes en deçà de F64 et que vous voulez faire du Power BI, il vous faut une licence par utilisateur ou premium selon ce que vous voulez faire, euh, et la licence Fabric, à la fois pour les créateurs et les lecteurs. Passer sur Power BI Embedded. Ou passer sur l'embedded, ou quel cas, mais là, vous exposez des endpoints directement. Voilà. C'est pas tout à fait la même, euh, la même conception l'embedded que le Power BI Pro par utilisateur. Vous pouvez expliquer Alors, déjà, l'embedded, vous y avez accès que à partir de la F8, si tu vas juste avant. Voilà, le F8, en gros, vous avez accès à un Power BI embedded. Embedded, c'est quoi? C'est vous allez exposer votre rapport sur une API qui sera disponible en public. Généralement, on l'utilise sur des sites web où les gens veulent publier de la donnée publique sur un site web. Donc, vous avez je sais pas, un organisme d'État, par exemple, qui veut publier le résultat des élections, là, c'était ça actuellement. Vous connectez ça sur l'embedded et hop, vous publiez à tout le monde et peu importe qui se connecte dessus, c'est de la donnée publique. Alors vous pouvez le faire en privé, mais il y a quand même un endpoint public qui reste disponible. Il faut faire attention au niveau de sécurité. On peut appliquer des droits dessus. On peut appliquer des droits, on peut faire du RL, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dessus. Mais c'est un peu moins sécurisé que sur le reste, quoi. Il y a une explication quand même. Comment? Il y a une authentification quand même. Oui, on peut la mettre en place. Ok. Mais à travers un site web, pas via l'authentification, elle va pas se faire via l'Entra ID comme on l'a nativement avec Power BI. C'est ça la différence, quoi. Du coup, c'est pas une plus économique que d'avoir une licence par utilisateur. Ça dépend du nombre d'utilisateurs, en fait. Il y a un moment, il faut regarder le nombre d'utilisateurs qu'on a en tant que reader, combien on en a potentiellement des lecteurs, combien on a de développeurs, et qu'est-ce qu'on veut faire exactement. Prenons une licence F8 de la fabrique. Ouais. Et pouvoir bien l'intégrer. Ça nous coûte autant que 40 utilisateurs pour licence pro, alors qu'aujourd'hui, j'en ai 90. J'ai tout intérêt à passer sur Power BI et Embedded. Oui, tout à fait. Mais effectivement, il y a cette restriction par rapport à ce droit appliqué. C'est pas la même gestion, en fait. C'est pas la même philosophie, normalement. Après, on peut la détourner, enfin pas la détourner, mais la raccrocher, mais c'est pas tout à fait la même philosophie entre les deux. Ouais, non, bonne parenthèse. Bon, voilà, après là, c'est un exemple qui est sur la slide, mais là, on est sur des gros chiffres. On a 20 000 collaborateurs. On veut que tout le monde accède au rapport. Ouais, c'est Microsoft. Ouais.
et seulement 1000 d'entre eux créent des rapports. Voilà, ce qu'il faut du coup, c'est par exemple, là, on tape sur une NF 128, on prend 1000 licences à 10 $ environ, et ouais, on arrive à cette somme-là. Euh, bon, du coup, finalement, si on veut débuter sur Fabric sur un projet, ce que j'évoquais juste avant, euh, c'est ce que je recommande quand même, c'est l'essai sur Microsoft Fabric qui permet de démarrer une F64, donc qui est quand même assez bien, pour 60 jours, qui va pouvoir permettre de tester quand même plusieurs cas réels avec cette puissance de calcul. Donc là, il n'y a pas de carte bleue, pas d'engagement, c'est vraiment de l'essai. Une fois pendant que vous faites vos essais, finalement, ce qui est bien, c'est de monitorer un peu tout ça pour voir pendant ces 60 jours, quand vous avez testé ces fonctionnalités, vous aurez la possibilité d'observer ce qui se passe sur votre tenant. Et l'application, elle est assez bien faite. Elle va vous dire exactement comment la charge de travail, finalement, elle va enfin, comment les cellules sont consommées via les différents, euh, les différents workloads. Donc, c'est finalement ce tableau de bord qui va vous permettre de vous prendre la décision de quelle puissance vous avez besoin par la suite. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, le choix du plan et de la capacité. Donc, soit vous passez directement vous passez directement en saving plans, alors, pour faire des économies assez rapidement, si vous avez bien euh, estimé votre capacité. Sinon, vous passez peut-être en pay as you go dans un premier temps. Comme ça, on peut continuer à monitorer un peu pour voir ce dont on consomme et ce dont on a besoin. Et ensuite, on passe sur saving plans. Voilà, donc ça, c'est un peu la stratégie qu'on recommande quand même à pas mal de nos clients qui veulent débuter avec Fabric, et se lancer sur l'outil sans trop de risques. Tu fais justement ce trial avec vous, vous mettre sur les bonnes voies, etc. Et ensuite, lui permettre de monitorer et de dire comment vous appeler. Exactement, ouais. Et donc là, l'application Capacity Metrics, ça, c'est une application qui est. Donc c'est le point 2 qui est évoqué ici. Il n'y a pas besoin de développement supplémentaire, elle est complètement intégrée à Fabric. Donc c'est hyper rapide à mettre en place. Et vous avez une application qui est bien faite et qui permet vraiment de suivre tout ce qui se passe sur la capacité. Donc elle va vraiment vous donner la vue centralisée sur qui consomme quoi.